par le pouvoir du crâne ancestral. Point Break ou Bad Boys 2? Attrape le chat! Et cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Je déconne. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Film à emporter. Aujourd'hui, on va vous parler de Mort sur le Nil, film sorti en 1978, film britannique réalisé par John Guillermin, avec Peter Ustinov, Lois Shields, Simon Oh ouais, putain, ça c'est mon petit kiff, les prénoms casse-couilles. Ouais. Alors, Simon McCorkindale, Mia Farrow, Maggie Smith, David Niven, ainsi que Angela Lansbury. Jane Birkin. Et Jane Birkin, j'ai oublié Jane Birkin, tu as raison. C'est donc L'adaptation. c'est l'adaptation du roman de Agatha Christie. Un meurtre va avoir lieu lors d'une croisière sur le Nil et notre grand ami Hercule Poirot va devoir enquêter sur cette affaire où tout le monde semble coupable. Et tout le monde présente un mobile de circonstance. Du coup, qu'as-tu pensé de ce film ? Oh bah moi je l'adore, de toute façon je l'avais conseillé pour le podcast aussi. Alors parce que évidemment sortait la nouvelle adaptation par Kenneth Branagh. Ouais. Moi c'est un film que je considère vraiment presque comme un classique. Moi j'adore ce film. C'est typiquement l'adaptation réussie au sens où en fait on est sur... alors comme on disait tout à l'heure, c'est très théâtral, mais c'est une espèce de galerie de personnages dans le luxe anglais, tu sais, très britannique, avec des espèces de codes moraux, de façon de parler, où c'est dans un espèce de huis clos, en plus où la tradition de Whodunit, pour le coup, marche super bien, parce qu'en fait, comme tous les personnages du film ont plus ou moins un mobile ou quelque chose qui ferait qu'ils sont potentiellement suspects, t'en viens rapidement à t'interroger toi-même sur qui peut être le coupable très vite, en même temps qu'Hercule Poirot mène son enquête. Puis en plus, il y a un truc, contrairement à la version, je pense que c'est important de faire un parallèle aussi, en fait, bien entre sûr. les deux, c'est que là où Branagh cherche dans sa nouvelle adaptation de faire le personnage d'Hercule Poirot un héros, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait il veut faire une licence par rapport à ça, je trouve que ça complexifie le personnage pour en même temps amoindrir toute l'histoire qu'il y a autour. Et l'histoire connue d'Agatha Christie. Et là je trouve dans le film de Guillermin, le Poirot, donc interprété en plus par Peter Ustinov, que moi j'aime beaucoup, je trouve. Alors contrairement à beaucoup qui préfèrent David Suchet, moi je trouve que c'est le meilleur acteur qui l'a interprété, aussi bien soit dans les téléfilms qui ont existé derrière que dans les les 3 adaptations au cinéma. Donc il y avait aussi juste avant Le Crime d'Orient Express, donc par Sidney Lumet, avec un autre acteur que je trouvais pour le coup trop cabotin, un peu trop pour le coup trop théâtral pour ce rôle-là. Puis on a eu derrière donc les 2 adaptations, donc Mort sur le Nil et Meurtre au soleil, avec Peter Ustinov en rôle titre, que je trouve sympathique dans sa bonhomie. En fait, il y a quelque chose de rassurant chez lui, et en même temps, il y a un espèce de flegme anglais, une espèce de cynisme un peu aussi qui est très propre au personnage dans les romans, et je trouve que du coup, il a bien capté ça. Et donc, et dans celui-ci, justement, dans le Mort sur le Nil de Guillermin, lui est là pour être là, en fait. Alors, je ne me rappelle plus comment c'était dans le bouquin, mais en fait, il ne fait acte de présence que pour l'enquête. Et je trouve que c'est ce qu'on lui demande, en fait. Et je trouve que le film a une simplicité d'écriture, une espèce de fluidité aussi dans le montage, de narration. Contrairement, par exemple, je trouve un petit peu... moi, je vois les limites dans celui de Branagh, par exemple, où je trouve que c'est plus... à partir du moment où le meurtre a lieu dans le bateau, après, on est dans une succession d'interrogatoires, pour en fait... qui te fasse et en fait ce qui va en résulter de tout ça, donc l'explication finale de tout ça, quand il va trouver l'assassin ou les assassins, en fait ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve, parce que ça nous a été amené de façon trop aléatoire, bizarre. Il te fait son propre point de vue sur la situation sans que tu as trop de fondement par rapport à ça. En fait, il t'explique, donc tu le crois. Et que là, en fait, dans ce film-là, je trouve, dans la première adaptation, tout est fluide, bien amené. Il va user, et encore user, alors c'était déjà le cas dans la version de Lumet donc précédente, donc du Crime d'Orient Express, de flashback, en fait, de montage, en fait, au même moment, donc lors du crime, voilà ce qui s'est passé pour chaque personnage. En tout cas, suivant les interprétations. Et ce qui donne un truc hyper fluide, hyper simple à comprendre.
et en même temps qui donne une dynamique très Cluedo à l'ensemble. Un peu vieux jeu de plateau, un peu à l'ancienne, et c'est tout ce qu'on demande, un whodunit comme ça, qui plus est adapté d'Agatha Christie, et c'est ce que j'aime aussi. Et je rajouterais aussi qu'il y a une ampleur aussi dans les décors. Alors aujourd'hui se posent des nouvelles questions de fabrication des films, qui doivent sûrement aller plus vite, il y a moins de pré-production, les fonds verts en abus, ce qui donne un sentiment de... on perd en ampleur. Que là, pour le coup, l'Égypte y est, quoi. Au début, t'es en Égypte, quoi. Avec des grands plans larges, même à Londres, hein, j'ai envie de te dire, au début, la relation de couple entre Simon et puis Elinette, on va revenir un peu sur l'histoire, je trouve que dans les manoirs londoniens, avec les grands plans larges, où ils sont en voiture dans les cours de château, enfin, je trouve ça vraiment une ampleur, et du coup, le film vieillit bien, en plus, je trouve t'en as pour ton argent, quoi. Voilà, en 2 mots, hein, mais... Oui, moi je suis d'accord avec tout ça. Film de 1978, le rythme, enfin ça fait partie de ces films qui, en termes sur la forme, n'a pas vieilli du tout. C'est ça. Que ça soit le montage, que ça soit, c'est tout à fait regardable. Je veux dire, la seule chose qui a changé, c'est effectivement peut-être le jeu des acteurs très appuyé, très théâtral, etc. Mais en termes de factuellement les plans de caméra, la manière de filmer, et évidemment le fait que ça soit tourné en vrai, parce que là effectivement la version de Kenneth Branagh, Mort sur le Nil, c'est juste pas possible. Enfin les fonds verts sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Tu ne vois que ça, quoi. Et oui, en fait c'est ça. Alors après je comprends le côté de vouloir transformer ça en une sorte de blockbuster, même si ça reste, je trouve, quelque part des films très comparables, dans le sens où même la dernière version, c'est pas un blockbuster du tout, ça reste un film à budget moyen en réalité, comme l'est Mort sur le Nil, parce que ça demande pas des moyens. Budget, c'est aussi le problème du film, hein, d'ailleurs. Et alors la problématique, c'est que oui, du coup trop, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des plans. Alors du coup, il veut faire des plans larges, Kenneth Branagh, beaucoup plus larges que d'ailleurs les plans qu'il y a dans la version de 78, hein. Mais vu que les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est juste pas possible. Là où dans la version de 78, t'as un plan tout con, tu vois, où t'as le bateau et et le plan est pas hyper, il est large, mais il est pas non plus comme peut l'être dans la version sortie au mois de février. Mais ça marche, derrière t'as une vraie montagne, donc du coup ça marche tellement mieux, quoi. Et je comprends pas, parce que je sans même aller tourner en Égypte, enfin je veux dire, je peux pas croire qu'il y avait pas moyen de faire un truc plus propre que ça, quoi. Parce que c'est moins cher. C'est moins cher, ça va plus vite. Faut travailler. Non mais je pense que c'est le cancer d'aujourd'hui dans la fabrication des films. Tous les films se ressemblent aujourd'hui, tous les blockbusters. Enfin, alors je dis blockbuster, tu vois, j'ai tendance à dire blockbuster, ce qui n'est pas le cas. Non, mais c'est parce que ça me rappelle ça. Là, c'est le casting en fait qui donne notre côté un peu blockbuster, quoi. Et puis une certaine, je trouve aussi, alors malgré la qualité, parce que c'est encore une fois un film que j'ai bien aimé, si tu veux, mais je trouve aussi quelque chose de plus grossier, d'outrancier dans certains moments de mise en scène. Je pense à la présentation des persos. Complètement. Il y a un truc intéressant dans la version de Branagh, c'est qu'il cède, il se permet d'être dans le côté charnel des personnages. Ouais. Il y a un truc, ce qui donne une relation un peu toxique, dangereuse entre ce couple à trois finalement. Ouais. Alors, on saura pourquoi plus tard, mais entre le personnage de Jacqueline, qui est joué par pour le coup la française, qui est très bien dans le film, pour le coup, que je trouve qui n'est pas, moi je préfère Mia Farrow si tu veux, mais je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux, de charnel, bizarre chez elle, que tu sais pas trop pourquoi elle est là finalement. Et donc ça marche. À côté de ça, je trouve que tu vois là comment ils sont amenés. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais contrairement à la façon dont Mia Farrow est amenée dans le premier, donc Mia Farrow qui joue le personnage de Jacqueline dans Mort sur le Nil, donc qui est en fait présenté comme l'ex de Simon qui va se marier avec une riche héritière, voilà. Et l'ex qui n'est pas passé à autre chose et qui du coup colle le nouveau couple en permanence, se montre presque à défaut d'être comment dire. C'est une harceleuse, hein. Oui, harceleuse, tu vois, à défaut d'être forcément dans la elle est comment dire dans la confrontation. Elle est pas dangereuse si tu veux, mais elle l'est faite par le fait qu'elle est colle au cul et qu'il y a un truc bizarre. Pourquoi elle lâche pas le morceau, jusqu'où elle va aller. Et là c'était mieux amené quand même dans le premier. Je trouve que en plus elle faisait presque peur. Il y avait quelque chose de, on est sur une malade qui nous colle au cul. Que là, tu vois, quand je parle de grossièreté, c'est le côté, déjà on parle même pas des fonds verts, mais c'est film au ralenti, tu sais, avec la robe rouge pétante, un petit sous-marin discret, le travelling, tu vois, rouge, la femme fatale, c'est la femme fatale. Et je trouve que c'est un peu tous comme ça. Et tous les personnages, je trouve, dans les Branham, je trouve que, et aussi dans la version de Branham, quand je dis outrancier, c'est parfois dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il va se parler des plans. Des beaux plans en fait qu'on trouverait sympas dans d'autres films. Moi j'aime bien par exemple ce qu'il fait dans le Crime de l'Orient Express, on en parlait tout à l'heure, le côté
la spatialisation simplement du train. Il te fait un travelling compensé, ou alors après, une espèce de. Où tu vois en contre-plongée les personnages qui avancent dans le train, et du coup, tu vois quel wagon appartient à quel passager. Et il oublie ça dans Mort sur le Nil, je trouve, dans sa deuxième version, parce que là, du coup, le bateau, tu sais pas trop où sont. Et en fait, comme t'as en plus, tu sais pas trop où est logé, qui est logé à quel endroit, et comme en plus, alors que c'est très important dans un whodunit, surtout en huis clos. Donc ça, je trouve qu'il le craque un peu dans le deuxième, en tout cas, parce que dans le premier, il réussissait ça. Et en plus de ça, comme il te fait pas vraiment ou très peu de flashbacks explicatifs sur sa vision des personnages, comment ils ont agi à tel moment, à l'heure du crime, contrairement au film de Guillermin, ce qui fait que du coup, tu sais encore moins où sont. En fait, tu te rappelles même plus trop qui était où à quel moment, donc etc. Tu ne te construis pas ta propre logique sur la situation, ton propre justificatif. De toute façon, je pense le truc, on va dire évident, je pense, entre les deux versions, c'est que Guillermin, en fait, c'est quand même vachement plus attardé sur toute la partie du meurtre et de l'enquête, là où en fait Kenneth Branagh passe. Alors peut-être qu'en termes de temps c'est à peu près la même chose, mais j'ai eu la sensation qu'on est resté une heure sur l'avant-meurtre, quoi. Et pour pas grand chose au final. S'attarder sur. Puisque ce qui l'intéresse, c'est Hercule Poirot. Et comme il veut. C'est Hercule Poirot qui interagit avec les autres vis-à-vis de. Parfois même, c'est. Voilà, parce qu'on présente un peu un amour qu'il a perdu en amont. Et donc, du coup, là, il y a un personnage dans la version de Kenneth Branagh avec qui il va flirter un peu, en fait. Bien sûr. Et du coup, quand tu arrives, du coup, l'enchaînement de l'enquête, c'est effectivement, comme on en parlait un peu, juste une série d'entretiens. Et t'as du pas coup, le temps de te faire ta propre logique. Tu passes du coq à l'âne, en fait, de la version de machin, de la version de machin, de la version de machin. Et quand arrive l'aboutissement de son enquête, son explication, en fait, tu te dis, mais t'as l'impression ça donne l'impression qu'elle est tirée par les cheveux. Oui. Elle l'était, si tu veux, mais comme c'était amené de façon, puis tu croyais, il y avait un truc que là, en fait, t'as l'impression qu'il sort ça de son chapeau. Et en plus, il t'explique ça avec un dialogue hyper long, où t'as pas d'image en plus. Après, tu me diras, c'est comme dans la version de 78. Ouais, coup, mais là, ça a été imagé par plein de trucs différents et qui prend du temps à expliquer tout ça. En plus, il y a vraiment 20 minutes d'expliquer. Que là, t'y crois. Même, ça peut être abracadabrantesque, t'y crois. Que là, en fait, t'as l'impression qu'il a trouvé ça tout seul, ce qui est le cas, mais comme un cheveu sur la soupe. Puis, du coup, c'est sa version, t'y crois. C'est-à-dire qu'il y a rien. Après tout, la seule preuve qu'il donne là-dedans, c'est. Enfin, il n'y a pas beaucoup de preuves en plus, c'est ce qu'il dit. Enfin, t'as l'impression que ça donne un truc de. C'est mon explication, c'est la seule, et puis point barre. Mais... Dans la version de Branagh, en fait, il insiste sur le fait que. Alors, oui, voilà. En fait, alors alors, du coup, c'est con parce qu'on va directement aller dans la fin et dans la résolution, mais en tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que dans les événements, Simon, du coup, le mari de Lynette, qui se fait assassiner, se prend une balle dans la jambe par du coup Jacqueline, et du coup cette altercation en fait leur sert d'alibi à tous les deux, mais en réalité ce qui s'est passé c'est que non, c'est pas une balle à blanc, je crois qu'elle tire dans le vide, elle tire quelque part. Alors je crois dans le Branagh c'est une balle à blanc pour le coup. Ça doit être il tire dans la table dans le film de 78. Enfin bref, en tout cas voilà, en fait la première il n'est pas blessé à ce moment-là, il fait semblant d'être blessé en utilisant je crois que c'est du vernis, de la peinture, enfin un truc comme ça. Et du coup il fait évacuer les gens en leur disant occupez-vous d'elle et puis amenez-moi le médecin, donc tout le monde se casse et pendant ce temps-là, il va tuer du coup Lynette, revient et finalement se tire une balle dans la jambe pour qu'on pense qu'il soit tout de suite innocenté, parce que vu qu'il est censé être blessé depuis le début, il n'a pas pu se dépêcher et aller tuer Lynette entre deux. Et ce qu'il utilise en tout cas dans la version de Kenneth Branagh, c'est justement le premier chiffon qui a de la peinture qui a été balancé dans la flotte, et en fait en gros ils disent vu la gueule du mouchoir, on voit bien qu'il y a du rouge, mais on voit bien que c'est pas du sang en fait, parce que sinon ça aurait pas réagi de cette manière là. Donc c'est que vous ne vous êtes pas pris, donc ça veut dire que vous avez falsifié vous avez feint la blessure à la jambe, donc c'est vous, et c'est ce qui prouve que c'est vous. Ceci dit, en réalité dans la version de 78 il n'a pas de preuve. La preuve d'Hercule Poirot, mais c'est ce qui est intéressant en fait dans le dénouement, c'est que il les pousse à avouer en fait. Bien sûr. Il feint si, je vais trouver une preuve, je vais faire un moulage de votre blessure et on va voir si c'est vraiment Jackie qui vous a tiré dessus ou si c'est vous qui vous êtes fait. Et ça, c'est aujourd'hui recevable en procès, donc on va le voir. Et puis du coup, là, ils sont acculés, donc du coup, ils avouent, etc. Ouais, bien sûr.
En fait, bon alors, déjà on va commencer par la version de 78. De toute façon, y a, je vais pas entre guillemets avoir grand chose à dire dans le sens où c'est irréprochable en fait. C'est un film qui est hyper équilibré et pourtant il dure 2h20. Il est super digeste, il est fluide. Ouais. Au niveau du montage, de l'enchaînement des personnages, c'est vrai qu'un truc qui est hyper cool dans le fait que finalement Hercule Poirot ne soit pas le personnage principal au début, c'est que on s'attarde donc sur la relation des personnages, enfin des protagonistes, donc de Lynette, de Simon et de tous les autres personnages qui gravitent autour, mais à chaque fois Hercule Poirot est là dans un plan, et du coup tout ça fait ce petit lien où l'autre il est là, il fait ok, j'ai déjà cette info là, je l'ai, ce qui fait qu'une fois que le meurtre arrive et qu'il va discuter avec les autres, il va faire oui, mais vous aviez dit ça, et donc du coup ça permet tout de suite de diriger l'enquête, et c'est hyper agréable. Alors, c'est aussi un défaut que je trouvais celui de Branagh, c'est que justement ça, le fait que Hercule Poirot soit toujours représenté. Ouais. En fait, dans le film de Guillermin, tous les personnages ne sont régis que par leur fonction. Alors ça pourrait être problématique dans plein d'autres films. On pourrait dire il manque d'épaisseur. Et en fait non, je trouve que dans un Whodunit, comme ça t'as pas besoin. Non. C'est le décor. Le décor est là, le personnage est là, tu ne sais pas pourquoi il est là. Le Poirot 78 en tout cas, il est là. Et t'y crois parce que c'est comme ça, c'est posé. Et puis il peut être en vacances, tu te dis bon voilà, il est là, il entend. Quand il y a une scène une espèce d'engueulade ou de simplement de confession entre le trio amoureux impliqué là, qui va être important pour la suite du film, pour l'enquête simplement, et lui il est là, donc déjà il entend, il a des bases un peu de ce qu'il va pouvoir amorcer comme enquête derrière. Et là dans celui de, donc c'est voilà, t'y crois simplement, c'est posé. Dans celui de Branagh, donc il est là, mais à des moments presque, c'est trop forcé. Et puis il faut justifier qu'ils viennent, donc du coup c'est Lynette qui vient le chercher en lui disant ouais j'aimerais que vous soyez là machin. Voilà. Et puis il est carrément là à la rencontre. Oui. Ça j'ai pas compris. Mais du coup ça fait forcer, comme par hasard il était là. Ouais c'est ça, c'est genre, et puis alors bon des mois plus tard oh là là en fait il est là à la rencontre forcée en fait de Jacqueline qui fait rencontrer à son copain, son amant, voilà. L'héritière qui va et que ça se fait en public en soirée, là où dans la version de 78 ça se fait en privé. Cette volonté de vouloir tout justifier, expliquer, il en fait des trucs qui sont illogique en fait. Trop gros là. Voilà, trop gros, je suis d'accord. Et voilà, et aussi, c'est un problème que j'ai avec les versions de Branagh, ces deux adaptations, c'est que je trouve en plus que, comme on disait, il veut faire une licence avec Hercule Poirot. Enfin, en tout cas, en gardant le même personnage à chaque fois, le même acteur, tout ça. Ça donne des trucs. Alors, il veut épaissir le personnage de façon grossière. Je trouve que la scène qui est plutôt sympa, une jolie scène dans Mort sur le Nil au début, on commence dans. Alors, au début, tu commences dans les tranchées 14-18, tu fais ok, alors c'est joli, c'est beau, c'est bien fait, un beau noir et blanc. En même temps, alors pour justifier simplement tout ça, ça n'a pas grand chose à foutre là quoi. Une espèce d'énorme scène de guerre, de moyens de ouf, pour justifier sa moustache. Mais déjà, la moustache, t'as pas besoin de la justifier. Oui. Enfin, je veux dire, en plus, ça marche pas vraiment, la cicatrice en fait, parce qu'après, d'un coup, il a une moustache énorme dans le premier, mais là, une toute petite qui cache pas la cicatrice qu'il est censé avoir au début du film. Pour le coup, aussi, il a la même moustache, mais quand bien même, je trouve que c'est. Ils appuient plus dessus en tout cas. C'est ridicule en fait, l'explication de la moustache, de la cicatrice. Mec, t'es juste à une moustache quoi. T'es juste dans l'espèce de flingue. Alors lui, il est belge pour le coup, mais oui et non, précieux belge, tu sais. Pour être honnête, ça ne justifie pas que sa cicatrice, c'est aussi juste entre guillemets sa cicatrice vis-à-vis de sa femme. Je suis d'accord, mais tu vois, il y a un truc, mais ça sert à rien dans l'histoire. Ça va pas, à aucun moment ce truc-là va lui servir dans sa résolution de l'enquête. Ça aurait non, mais par contre ça aurait pu juste comment dire, à créer un lien émotionnel qui aurait fait un parallèle avec ça. D'ailleurs c'est ce qu'il essaye de faire, mais avec ça fonctionne pas. Jacqueline là, mais bon, c'est comme un cheveu sur la soupe, tu vois. C'est pas ça qui. Surtout que bon, il y a une différence entre j'ai perdu ma femme qui est morte pendant la guerre alors qu'elle venait me voir parce que je lui ai demandé de venir, donc j'ai ma culpabilité. Ça veut pas dire ce que ça veut dire. Et l'autre qui a juste perdu son mari parce qu'il est parti avec une autre quoi, genre ça n'a rien à voir en fait. Puis en plus de ça, moi je veux dire, Kenneth Branagh, je pense que c'est un mec, en tout cas dans ces films, on va dire de studio, gros, tu vois, quand il sort de son truc, j'ai l'impression que c'est un mec, c'est Gilles Leroy-Lockhart en fait, c'est son personnage qui joue dans Harry Potter 2, c'est un mégalo. Et tout le film, il se met en scène dans le film de façon, c'est la star du film. Mais littéralement, c'est logique, c'est Hercule Poirot. Oui. Mais ça éclipse complètement l'histoire. En fait, il y a un truc, l'histoire est mise sur le côté. C'est-à-dire que même la façon dont elle est traitée, t'es moins immergé dans le Whodunit de sa version parce que t'as l'impression que c'est pas ce qui intéresse le plus. Lui, c'est de créer une espèce de personnage, de tragédie. Alors du coup, il le joue plus premier degré. Je trouvais dans Le Mort sur le Nil que dans
la première version, il y avait plus de flegme. Un petit Il peu, était quelque part, il était. Je me demande en fait s'il ne fait pas des remakes en fait des films, parce que du coup il le joue un peu cabotin comme la version du coup de 74 de Crime de l'Orient Express en fait. Ouais, mais où il se met à rire, à lire du Charles Dickens, à faire. Ouais, bien sûr. Mais il y a une dichotomie en fait, il y a un truc bizarre. Et puis en plus avec des changements de ton. Alors on parle d'un noir et blanc au début de la guerre avec un espèce de lumière criarde, fond vert bizarre de l'Égypte pour aller finir sur un bateau de studio. C'est bizarre, tu passes un peu du coq à l'âne avec une histoire qui est toujours plaisante. Donc en fait, c'est très, très sympa à regarder. Les acteurs sont charismatiques, lui aussi. Enfin, alors, sauf. Et c'est le problème. Gal Gadot, pas en Jacqueline, pardon, mais en Linette. En Linette, c'est une catastrophe. En Linette, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Elle joue tellement mal. Elle a aucune émotion, donc à un moment, ça passe pas. On dirait un cheval. Moi, on dirait un cheval. Moi, j'en ai. Je suis gratuit, mais c'est vrai, il y a un truc il faut arrêter. Non, mais c'est surtout c'est juste qu'elle sait pas jouer, quoi. Et Jacqueline est plutôt sympa, mais même, t'as aucun. Et aussi, je trouve. Il y a pas d'alchimie entre les acteurs. Le problème avec l'acteur que j'aime bien, pourtant, l'acteur qui fait Simon. Armie Hammer. Le mangeur de femmes. Ouais, mais dans le film. Ouais, mais dans la vraie vie. Et dans le film, il est traité un peu comme un salaud. Enfin, c'est vrai. C'est un espèce de cotard. C'est un connard. Qui passe du coq à l'âne. T'es pas attaché à lui. Non. Simon, il est attachant dans le couple est attachant. Oui. Et presque Jacqueline fait peur. Et tu crois au fait que Simon a peur de Jacqueline, tu vois. Complètement. Et en plus, la manière dont c'est. Mais ça, c'est parce que il est plus attachant parce que dans la version de 78, vu que t'as pas ce délire chelou de vas-y, je te fais l'échange de mon mec en soirée. En fait, là, comme on voit pas, on sent le. Comment dire. Dans la version de Kenneth Branagh, t'as l'impression que tout se passe en 2 semaines, en fait. C'est ça. Là où, du coup, oui, tu sens vraiment dans la version 78 une grande ellipse et que du coup on est vraiment passé c'est des années plus même en plus c'est un petit fondu qui est pas trop dégueu en plus parce que ça se termine sur Simon et Jackie et on passe en fondu sur un comment on appelle ça avec la musique du mariage et tout et puis bim fondu ah bah non c'est pas Jackie c'est Linette et du coup et bim on switch et tout ça te montre tout tu comprends tous les enjeux qu'il y a eu de cette relation, c'est la narration visuelle exactement et du coup il en vient moins salaud parce que ça fait plus le mec bon bah du coup il a rencontré cette nana et il se trouve que finalement il s'est passé un temps et voilà, il s'est passé un certain temps et que bah finalement il est tombé amoureux d'elle quoi et ça fonctionne là où du coup dans la version de Kenneth Branagh t'as l'impression que le mec il est littéralement surtout qu'en plus on te filme vraiment la rencontre en mode charnel un peu sexy bizarre, bah c'est à dire que tu sens que le Simon genre il est tombé à bon même si du coup c'est pas le cas c'est un jeu mais en tout cas la manière dont c'est montré c'est genre il tombe amoureux d'elle tout de suite quoi donc ça rend lui vraiment connard là où dans la version 78 alors Linette est tout de suite attirée par Simon, mais lui, oui, tu sens qu'il y a une alchimie, un truc, mais ça s'arrête là, quoi. En fait. C'est pas appuyé par un effet grossier, c'est-à-dire que là, dans le Branham, c'est genre. T'as la lumière, il se regarde et puis t'as les yeux émerveillés de Gal Gadot. Mais il manquerait plus que le italien qui changerait Ti amo ti. Derrière, tu fais. Et moi, c'est ça qui me dérange toujours avec lui, c'est que je trouve que c'est grossier. C'est grossier. Et du coup, il y a un côté un peu gros sabot. Je te fous du beurre américain, tu sais, on colle ça à un espèce de truc blockbuster. Alors, ça prête à des scènes sympas, c'est rythmé, c'est. Mais ça manque le charme, l'espèce de simplicité, le flegme anglais, britannique très luxurieux des premières adaptations. C'est ça qui me manque. Et la simplicité dans un mood unique où l'histoire ne se repose que sur la révélation du tueur. Oui. Et la présentation de galerie de personnages simple. Simplement, c'est des fonctions. Mais dans un. Voilà. Je trouve que ça marche d'autant plus que. Et aussi une question de rythme. C'est-à-dire que dans la version de 78, il y a des petites péripéties au sein de l'enquête. Donc, avec le fait que, voilà, à un moment donné, en fait, on essaye de tuer Hercule Poirot. Donc, on met un serpent dans sa cabine. Et cette scène-là va amener une autre scène, un autre. Tout ça, c'est ce qui fait partie de cet enchaînement fluide de l'enquête. Et où, du coup, encore une fois, comme on disait, bah, du coup, tu fais le lien en même temps enfin, presque en même temps qu'Hercule Poirot. C'est-à-dire que finalement, quand il présente les trucs, à la fin, tu fais. Même si c'est, comme tu dis, sur le principe, c'est extraordinaire ce qu'il te raconte et d'ailleurs tous les personnages sont là en mode genre mais c'est impossible comme c'est hyper bien amené t'es là en mode tu fais mais bah oui évidemment c'est possible évidemment parce que faut le vendre une histoire enfin un final comme ça c'est quand même alambiqué tu dis ils n'avaient pas un moyen plus simple de faire ça mais, en fait tu t'en fous ça passe et toi justement la scène du serpent justement parce que ils essayent de tuer Hercule Poirot comme tu dis dans une scène entre deux éléments d'enquête en fait il rentre dans sa d'ailleurs c'est littéralement on va prendre une petite pause de 5 minutes pour se rafraîchir putain en plus ils font une blague comme de bourgeois c'est un peu alors, il y va très théâtral quoi. Puis il y a un serpent, un cobra qui est dans sa salle de bain pendant qu'il se peine la moustache. On voit la vitre qui est calée entre le. Mais ça fonctionne. Bien sûr, très bien. Mais voilà, l'idée de la scène elle fonctionne. Et surtout,
là où c'est malin, c'est pas seulement une idée sympathique de scène. Tu vois. Là où c'est malin, c'est que quelqu'un cherche à freiner son enquête. Pourquoi à ce moment-là? Oui. Qu'est-ce qu'il a étudié alors, du coup, tu te dis, bah, alors, il a peut-être été du coup trop loin dans son enquête et que là, du coup, il se rapproche de la vérité. Qu'est-ce qu'il a étudié en dernier? Et du coup, ça te colle à un personnage en tête. Et tout est fait pour te cibler des gens. Et puis même le coup du. Alors j'ai trouvé que cette scène c'était très James Bond dans l'esprit, avec l'autre qui est en train de faire un truc, et tu vois le Cobra qui arrive, qui monte et tout, et Hercule Poirot qui s'en rend compte et qui commence à taper en morse le code, parce qu'il y a son collègue, du coup le colonel, qui est dans la cabine d'à côté. Lui-même James Bond à l'époque d'ailleurs. Et oui, du coup, avec David Niven, du coup, donc le premier James Bond de l'histoire adapté en fait au cinéma, le Casino Royale c'est 60. Je crois que c'est même 58, avant, hein, c'est dans les années 50. Je sais plus. Je crois que c'est 57, mais à vérifier. Enfin bref, du coup, c'est rigolo. Et enfin bref, et cette idée marche vachement bien. Cette scène, elle est vraiment cool. Bref, et encore une fois, tout ça rend ouais, il y a un côté organique en fait à l'enquête. Il y a un côté. Et puis c'est surtout que c'est un film du coup qui est jamais déplaisant. Enfin, du coup, que tu as envie, tu peux te remater régulièrement. Enfin, ouais. Moi, c'est cette simplicité. Bah, tu vois, vu que on a vu la version. Enfin, moi, du coup, j'ai vu la version de Kenneth Branagh avant de voir celle-ci, donc je connaissais le dénouement de l'histoire, quoi. Il y a quelques petits changements, mais globalement, c'est exactement la même chose. Mais ouais, j'étais pris dedans, quoi. À la fin, j'étais repris dans l'enchaînement de l'enquête, parce que pareil, encore une fois, t'as aussi cette montée crescendo au début, c'est une petite enquête entre guillemets où il interroge chaque personne, etc. Et puis voilà, t'as à partir justement de cette tentative d'assassinat quelque part. Là, ça commence à s'augmenter, ça commence à accélérer, et puis après, hop, il trouve Jane Birkin, donc Louise, du coup assassinée. Puis du coup il y a j'ai oublié son nom, Arabesque, voilà, qui c'est bon, je l'ai vu, je sais qui l'a tué, bim, elle s'est fait tuer, et on enchaîne, et hop, et là ça te mène tout ça à la il te construit la scène au climax, quoi, il n'oublie jamais de construire chaque scène que tu auras dans le film pour qu'au final ces scènes que tu as vues soit logique en fait, avec son explication finale. C'est-à-dire que pour illustrer mon propos, par exemple, déjà premièrement, à force dans le Branham, à force de se mettre en scène lui, il en oublie de mettre en scène certains personnages qui vont être importants dans la finalité de l'enquête. C'est-à-dire le personnage joué donc dans l'original par Jane Birkin et dans le film, le nouveau je sais plus. En fait, elle est importante. C'est-à-dire, elle est toujours, c'est un personnage tertiaire si tu veux. On la voit de temps en temps se plaindre avant le meurtre de Lynette, à se plaindre à Lynette qui est dans sa supérieure. Elle joue sa servante, qu'elle a rencontré un mec, un cum en gros, et qu'elle n'a pas les moyens de le rejoindre, mais que si elle lui donnait sa prime, Lynette, elle pourrait le rejoindre plus facilement, ce qu'elle lui a promis. L'autre, elle refuse, donc déjà ça donne un mobile potentiel au personnage de Jane Birkin, mais surtout après, du coup, une fois que tu as ça en tête, dans le film tu vas la voir un peu se balader de couloir en couloir, tu sens ils insistent bien sur le fait, si j'avais été sorti à ce moment-là, j'aurais pu voir ce qui s'est passé à l'heure du meurtre. Tu sens qu'elle le dit de façon bizarre. Toi, il y a un truc où tu sens qu'il y a un truc autour de ce personnage-là. Et que en fait, quand il t'explique plus tard que ce personnage-là, en gros, aurait vu l'assassin, donc pendant qu'il était potentiellement, il avait une balle dans la jambe, et du coup, il était blessé, il était pas censé sortir de la salle. Il a couru pour aller tuer Lynette et elle l'a vu. Et du coup, en gros, elle les a fait chanter en disant, bah, donnez-moi votre argent, je ne compte pas ma parole. Et t'y crois plus facilement que dans c'est expédié dans le Branham. C'est en 3 secondes, t'as une phrase, bim, et après. Mais en fait, la problématique du film de Branagh, encore une fois, c'est que là où dans la version de 78, le développement des personnages entre eux, etc., est vraiment développé tout au fil de l'histoire, avec des dialogues qu'on chope par-ci par-là. Dans la version de Branagh, en fait, t'as une scène où t'as son pote. D'ailleurs, je sais pas, parce que du coup, il n'existe pas ce personnage dans les films. Pas à ce point-là. Comment il s'appelle, Book. C'est le jeune, c'est Book. Oui, c'est Book. Et du coup, c'est lui en fait qui présente tout le monde. Et c'est littéralement tout ce qu'on va avoir comme développement de personnages en fait. Parce qu'on disait à la sortie de la salle, c'est qu'en fait, les personnages sont gros. Encore une fois, même s'ils n'ont pas besoin d'être, on va dire, hyper conséquents, leur fonction est expliquée dans le film que par les propres explications de leur duo d'enquêteurs. En fait, lui et son collègue Book. Donc en fait, ça donne un truc. En fait, du coup, t'es jamais concerné par l'enquête. Tu la vois un peu d'extérieur. Alors c'est toujours sympa parce que l'histoire en elle-même est sympathique. Donc en fait, c'est plaisant. Mais il manque ce truc de faire concerner le spectateur à ce qui se passe. Et là c'est t'es témoin de tout ça. Et d'ailleurs, il te met dans la position, donc comme tu disais, Hercule Poirot qui est spectateur de ce qui se passe, de discussion. Quand il se passe une engueulade sur le bateau, tu le vois, il est sur son petit siège de bourgeois là, à regarder un peu pencher la tête comme ça. Après un plan sur lui qui réfléchit, donc tu sais que ce que tu as entendu là va être important dans l'enquête. Il faut le retenir ça. Et voilà en fait. Et de facto, et aussi, et
et alors on peut rentrer dans le jeu un peu à l'ancienne, peut-être un peu plus cabotin, comme tu disais, des Mhm. personnages. C'est un truc tout con. Le personnage donc de Arabesque là, donc on l'appelait Angela Lansbury, je sais plus me comment rappelle elle s'appelle son non plus. pareil, qui est assez sympathique, assez pour le coup, qui joue une espèce de romancière un peu Excentrique. excentrique, un peu ouais. érotique aussi, Ouais, un ouais, peu bizarre ou un peu grandiloquent dans son foulard de bourgeois. Bah d'ailleurs, elle essaye un peu de de serrer draguer un Poirot, peu. d'ailleurs, Ouais, du ouais. coup. Et tu aussi, tu peux te demander pourquoi Ouais. elle essaie de se le mettre Oui. de son côté. Tu vois, donc Complètement. il y a toujours ce truc-là. C'est un peu à la Scream en fait. Ouais, ouais. Et tu vois, donc elle, quand elle arrive dans la chambre où donc Simon est blessé et puis elle dit j'ai vu quelqu'un parce qu'il y a Poirot qui est dans la salle et elle veut dire la vérité de ce qu'elle a vu. Donc en gros, dire la vérité, donc qui est coupable. Mm. Et alors, ils insistent bien sur le Simon qui va jouer très fort. Ah, attendez, avec un petit regard sur le Calmez-vous. côté, sur la chambre d'à côté. Calmez-vous, dites-nous tout depuis le début. Vous avez donc vu quelqu'un et en fait, tout simplement pour prévenir en fait Jacqueline qui est à côté, pour qu'elle vienne s'en débarrasser avant qu'il dise la vérité. Et c'est plus construit dans la scène, parce que déjà dans la scène, Mais il n'y a pas ça du tout dans la version de Branagh en fait. et, bah, en tout cas pas comme ça. Et surtout Non. dans la scène, t'as le collègue de Poirot qui dit, mais ou je sais plus qui, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui dit, mais pourquoi criez pas si fort Oui, et c'est le et médecin, t'as même ouais. Poirot qui regarde un peu genre, ouais, c'est bizarre, pourquoi il Mm, réagit mm, comme ça. Et en fait, du coup, tu fais, ah oui, bah oui, c'est logique. Parce que même toi, tu trouves ça gros. Mm. Non, toi, calme-toi, pourquoi tu as besoin de crier comme ça. Mm. Et c'est plus construit. Enfin, toi, c'est plus amené, c'est plus cohérent. Et du coup, ça apporte plus de crédibilité à la grandiloquence du final. Tu vois. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, oui, c'est construit ce qu'il dit. Mais en fait, je comprends ce qu'a fait Kenneth Branagh en fait. Le truc qui fonctionne dans la version de 78, c'est que l'enquête, c'est l'enquête qui te tient en fait. C'est l'enquête qui te tient. Qui prend pas sur C'est pas un côté émotionnel en fait. T'es pas Non. touché par les gens qui meurent, c'est pas ça l'intérêt quoi. C'est un cluedo. Voilà. Et c'est un pur truc. Alors, du coup, c'est un peu à double tranchant ce que je veux dire. C'est hyper efficace, c'est hyper organique, etc. Mais c'est très didactique. C'est qu'effectivement, c'est une Ouais, bah, c'est une didactique, oui. gymnastique, un enchaînement d'enquêtes, d'actions, etc. Mais parce que c'est voilà, et tu prends du plaisir. C'est un policier quoi. Tu Ouais. prends du plaisir. Putain, mais qui l'a fait? Parce que ça peut être lui, ça peut être lui. C'est ludique, quoi. Voilà. Du coup, je comprends ce qu'a fait Kenneth Branagh. Et en réalité, ça aurait pu être une bonne idée, ça aurait pu être une bonne adaptation. Et je trouve que dans Le Crime de l'Orient Express, il l'a mieux réussi en fait. Ouais, peut-être. C'est de donner justement ce lien émotionnel en fait, qui peut effectivement t'investir d'autant plus dans Ouais, l'histoire qu'on te raconte. Et c'est pour ça que dans le Crime de l'Orient Express, ça fonctionne parce que tu as le fait que alors du coup, faut parler un peu de l'histoire du Crime de l'Orient Express. En gros, c'est celui qui est assassiné dans le train est en fait un homme responsable d'un meurtre d'enfant en Un fait. rap d'enfant, ouais, qui a mal tourné. Et du coup, en fait, la gravité de ce meurtre-là donne la tension émotionnelle. Et en fait, ce meurtre-là, en fait, il est décrit au fur et à mesure du premier film de Kenneth Branagh, en fait. Ouais. Ce qui fait que ça donne le lien émotionnel. Et d'ailleurs, dans cette version, il n'y a pas eu besoin de faire qu'on appelle ça un flashback ouais, sur ouais. la vie d'Hercule Poirot, parce que même s'il est tout aussi badass entre guillemets, t'as des plans très iconisés où il est de Ouais. dos avec Même le la scène pistolet à la d'ouverture, main, où il envoie le petit gamin à Jérusalem. ouais, et tout, voilà. un truc de- Mais voilà, en tout cas, le lien émotionnel se fait par l'histoire même, en fait, de Ouais. ce meurtre qui est raconté, etc., qui est tragique, et de tous ces personnages qui se rencontrent. Donc, ça fonctionne en soi. Dans Le Mort sur le Nil, il n'y a pas ça, parce que on est quelque part sur un truc un peu tu sais, de jeu de la haute société. Enfin, je veux dire, Lynette, éventuellement, elle pourrait paraître un peu hautaine, etc., mais c'est pas un personnage détestable. Il n'y a pas d'enjeu dramatique Elle est un fort, peu en fait, froide, sur ce... simplement. Voilà. Et du coup, il a essayé de mettre l'emphase sur le personnage donc d'Hercule Poirot et du coup de Bouc. Ouais. Sauf que ça a été fait artificiellement en fait, Ouais, parce que c'est ça. j'imagine que moi je les ai pas lus, mais j'imagine que la version 78 est plus proche du bouquin et que du coup ça se concentre plus sur ce côté ludique du Whodunit. Ce qui faisait D'ailleurs, charme juste des pour bouquins, c'est que c'était la simplicité, simplement. On se concentrait sur ce qu'il fallait se concentrer, quoi. Juste pour préciser, parce qu'on dit souvent le terme Whodunit, en gros ça veut dire qui l'a fait quoi. C'est trouver le tueur, C'est sur la révélation finale. Voilà. C'est des codes. Le principe d'un film policier, une série policière en fait. On a chroniqué Scream, qui était dans son contexte de film d'horreur, était un pur whodunit. Oui, complètement. Bref, donc du coup, en même temps, je trouve ça louable ce qu'a voulu faire Kenneth Branagh, et en même temps, c'est juste pas, c'est pas bien exécuté quoi. C'est pas bien, c'est ni bien écrit
et ni bien mise en scène. C'est un peu outrancier, quoi. C'est outrancier. Ça fait mauvais goût, quoi. Et avec pas de budget, quoi. En Ouais, fait, c'est ouais. parce que en vrai, le côté Je grandiloquent. suis même pas sûr qu'il ait pas de budget. Je pense ou alors c'est qu'il est un chef-op dégueu, ou alors c'est parce que c'est une formule de tourner les films aujourd'hui tout en numérique. En tout cas, il y a un moment donné, Je pense qu'il n'y a pas un bon 40 millions quand même. Alors c'est pas énorme, mais vraiment pour un truc comme ça. Ouais, mais alors malheureusement pour un film aujourd'hui, 40 millions, c'est un petit budget. C'est quoi. un petit- C'est un bon budget de film français, mais pas un bon budget de. Et puis malheureusement, quand t'as un casting comme ça, tu sais que le budget, si c'est 40 millions, c'est pas passé dans les effets spéciaux, et c'est bien le problème. Parce que là, il y a vraiment un truc des effets. Enfin, je sais que des fois. 40 millions avec un casting comme ça, oui, effectivement, c'est ce qui doit tuer le film aussi. Hein. Parce que, enfin, là, faut vraiment se rendre compte que quand je dis c'est dégueulasse, c'est Non, vraiment c'est né pas- sur de la cinématique PlayStation C'est 3, presque quoi. insultant. Au début, c'est quand C'est même pas. immonde. Vraiment, tu fais pas ça aujourd'hui. C'est immonde. Il y a des trucs, et en plus, il y a des trucs, genre la tente au début, tu sais. Alors, quand il est devant le Sphinx à la rigueur, avec ça passe, mais alors. Ouais. Après, quand il passe dans la tente et tout, tu regardes, tu fais, mais attendez, vous pouviez pas trouver un bout de désert aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, je sais pas où. Enfin, c'est pas possible de faire des trucs comme ça, quoi. Pourtant, là, on dit tout ça avant d'aller voir après le podcast Moonfall de Roland Emmerich, donc on se prépare aussi. Hein. Oui, mais bon, tu vois, 90 millions, tu vois, putain, 90 millions. Excuse-moi. Ouais, ça reste, non, mais ça reste un bon budget. Alors, Titanic, c'était officiellement. Alors, oui, c'était plus, c'était 100 millions. Alors, prendre l'inflation, de tout ça. Bien sûr, mais les bon, budgets quand sont même. plus les mêmes. Mais encore une fois, je Malgré peux te dire tout, que malheureusement, Gal Gadot, elle a dû prendre cher, quoi. Mais c'est ce qui est terrible parce que ouais. c'est pas possible. C'est Gal Gadot. C'est pas elle le problème, à la rigueur. C'est pas elle le problème, mais c'est quand même, moi, je trouve problématique, quoi. Moi, je trouve qu'elle a un jeu, là, vraiment, je trouve que il y a pas un film où c'est problématique, cette actrice. Je trouve que tu peux pas lui donner des premiers rôles. Enfin, il y a un truc, elle a aucune émotion, quoi. Moi, c'est pas une actrice, en fait. C'est pas une actrice. C'est quoi. pas une Mais, actrice. du coup, c'est Elle fait le minimum. Mais après, c'est aussi, pour le coup, c'est une erreur de casting. Je veux dire, c'est Kenneth Ouais, Branagh. bien sûr. Alors oui, elle est Non, jolie. mais quand tu vois oui. l'actrice qui fait Jacqueline, elle se fait bouffer, mais Ah bah totalement, quoi. elle est très très bien. Enfin oui, elle explose tout le monde, j'ai envie de te dire, dans le film. Hein, mais donc voilà, je comprends ce qu'il a voulu faire. Je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise idée, mais c'est un problème d'application, d'exécution. Non, mais c'est ça le problème, c'est que c'est des films honnêtes, les Branagh. Ouais. Mais, Après, qui c'est sont, ça, c'est pas. Qui sont efficaces, si tu veux, Ouais. mais qui sont efficaces. Ça fait le taf. Je veux dire, ça dénature pas. Ça dénature pas non plus l'histoire. mais Tu vois, je trouve c'est-à-dire qu'à la fin, t'as toujours ça amoindrit l'impact de la Par contre, oui. révélation, Par de contre, oui. l'histoire, du contexte aussi. Je trouve que ça donne une série, comme une série B efficace, tu vois, mais qui s'oublie aussi vite que tu l'as vu, quoi. Ça donne pas, il y a pas matière à faire une licence avec le. Même si ça pouvait être intéressant sur le papier, avec ce qu'il propose, je trouve que ça donne des petits films en fait qui sont sympas. D'ailleurs, c'est accueilli comme ça le film. Enfin, tu vois bien aujourd'hui. Oui, ça fonctionne. Ça n'a pas pris des jets de haine. Non. C'est même plutôt. Mais c'est mignon, c'est mignonnet, quoi. Alors que bordel, c'était quand même des gros trucs, des gros socles à l'époque, quoi. Genre, moi je me rappelle du premier Mort sur la ligne, c'était il y a 40 ans, quoi. Enfin, je veux dire, que là, dans celui-là, je suis pas certain que dans 40 ans, on en reparlera. On s'en souviendra pas. Non. Aussi par la forme. Il y a une manière de faire des films aujourd'hui qui fait que tout va, t'as l'impression que tout va vite, tu sais, qu'ils se prennent plus la peine d'aller dans les décors. Puis là, le problème, c'est que des fois, t'as des beaux trucs de studio. Mais sauf que un beau truc de studio mélangé avec des fonds verts sur un plan d'après, t'y crois pas une seconde. Alors, c'est encore plus du film. C'est horrible, ouais. Puis bon, il y a quand même ce truc un peu aussi, le feu d'artifice, à un moment, il y a un truc dehors du bateau de nuit. Enfin, je comprends le côté pétant, un peu alors, si tu veux faire un peu du luxe comme ça, c'est criard, enfin, tu vois, t'as pas besoin de ça, mais tout est dans l'artifice. C'est que de l'artificiel. Alors ça donne un truc un peu, une espèce de truc bâtard, bizarre au final. Après, pour être honnête, il y a un truc que fait mieux le film de Branagh, c'est le fait d'avoir, comment dire, parce que là en fait le fait que tous ces personnages se retrouvent ensemble, c'est pour justement les noces de Lynette et Simon. Alors que dans la version de 78, c'est quasiment du hasard en fait qu'ils se retrouvent tous sur le même bateau. Et là pour le coup, ça c'est un truc qui effectivement à la décharge du film est pas mal, parce que du coup ça donne de la justification et de l'ampleur à on a créé un plan pour ramener tout le monde, pour semer le doute. Puis ça amène des dialogues plutôt sympas aussi quand t'as le personnage, parce que contrairement je crois à 78, le personnage de Ned se confie aussi à Poirot à un moment. Sur le fait que justement dans son entourage proche, peur, et tout le monde peut être et les autres, qui a beaucoup d'hypocrisie, de côté vengeur un peu, et ce qui donne aussi potentiellement un certain climat d'insécurité.
Ce que t'as pas effectivement dans le. Donc ça c'est vrai, ça c'était un ajout plutôt sympa. En fait, voilà, l'ajout qui est quand même, voilà, il y a quand même l'idée de moderniser, etc. Ce qui est pas forcément un mal. Il y a des personnages qui sont ajoutés, qui sont très bien. Je pense à du coup la merde Arabesque et sa fille, du coup, qui sont devenus dans la version de Branagh la chanteuse et sa sœur, je crois, qui sont pour le coup très bien. Enfin, je trouve que la sœur, elle joue très bien, elle est très bien écrite. En plus, la relation avec Book, ça fonctionne, tu vois. Même le côté, en fait, ce qui est con, c'est que tu vois le côté, l'espèce de triangle de Book, cette fille-là qui en fait ils veulent sortir ensemble, mais c'est la mère qui veut pas, et en fait elle a engagé Poirot pour enquêter sur cette nana. Ça, tu vois, c'est un petit truc qui fonctionne. Après, la problématique, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? Non, quoi. Mais c'est ce qui est dommage, en fait. C'est pour ça qu'il y a un truc de, comme on disait, il y a de la bonne volonté, il y a vraiment une envie de bien faire, et c'est pas malveillant, et c'est pas pas toujours de bon goût. Non, c'est ça. Par contre, c'est pas toujours de bon goût. C'est le problème majoritaire de Branagh. Il y a des trucs qui te sortent un peu du. C'est ça. C'est toujours pareil. Hein. Après, je comprends qu'on puisse l'aimer, l'adaptation. Par contre, en fait, le fait d'iconiser Hercule Poirot, ça donne, comme on disait, en fait, c'est que ça permet aussi d'avoir des petits moments de dialogue sympas, quoi, des petites joutes verbales, des petites qui sont sympathiques, quoi. Bien sûr. Et qui donnent quand même, quand même de l'épaisseur au personnage. Le fait que dans les versions 78-74, c'est un personnage un peu presque burlesque, très sympathique, etc. Et effectivement, ça donne un autre ton, tu vois, de le rendre un peu plus grave, sérieux et presque antipathique, tu vois, le côté psychorigide. En plus, ça c'est un truc, je sais pas comment c'est dans les bouquins, mais dans la version de Branagh, il y a ce truc vraiment, il a quasiment des tocs, quoi. Ouais, puis il est presque à la limite un peu du maniaque, quoi. Il est un peu enfin, ça, il est très à la limite de la ligne noire, hein, tu vois, il franchit des trucs un peu des fois tendancieux, que c'est un personnage plus exubérant, plus mielleux, plus sympathique, plus avec une bonhomie, quelque chose de. Voilà, c'est deux versions différentes. Encore une fois, moi je suis plus sensible à la première parce que je trouve que il y a plus d'ampleur, il y a plus d'impact. Tu te rappelles des personnages par leur simplicité. Un truc, à force de vouloir complexifier tout, ça donne un truc un peu plus dur à suivre au film, un peu plus. Tu te bouffes plein de trucs d'informations dans la gueule, alors que du coup la simplicité fait que tu te rappelles plus facilement du vieux film. Tu vois, le côté je me rappelle cette scène, elle m'a marqué. Que là dans le Branagh, déjà il y a des trucs où j'ai un peu zappé. T'as des petits moments complètement, parce que il t'émet des moments un peu hasardeux, puis tu te bouffes d'informations, il te rajoute de la complexité, et alors des fois ça marche, comme t'as dit, il y a des exemples. Puis alors, des fois pour des moments importants ça te sort de la tête, puis à la fin ça devient un truc un peu alambiqué, moins bien amené, donc du coup tu dis c'est un peu trop rocambolesque, c'est brouillon, question que tu ne te poses pas à la vision de l'original. Donc en fait c'est une manière de raconter les choses, de vouloir mettre des effets à outrance dans un film qui ne nécessite pas. Et en fait c'est dommage parce que encore une fois, c'est pas une mauvaise idée de vouloir faire une sorte de saga, tu vois, de faire une trilogie, tu vois, Hercule Poirot. Moi j'aurais été premier spectateur parce que j'aime bien en plus ces histoires. Mais c'est juste qu'en fait, il aurait fallu alors j'entends que sur peut-être le Crime de l'Orient Express, il avait pas tout de suite l'idée de faire une sorte de saga, mais il n'empêche que pour le faire, il faut que ça soit amené, quoi. Et ça c'est un truc que je comprends. Après, c'est plus une question de scénario. Je sais pas qui a écrit la version de 2022, mais c'est pas fini, quoi. Encore une fois, si tu veux faire une saga et que tu veux donner de l'épaisseur mais enfin là encore une fois ça donne une impression de les mecs ils ont écrit ça à la va-vite, comme un truc un peu c'est très générique, quoi, comme écriture. Non mais c'est ça, c'est grossier, quoi. C'est d'autant plus dommageable que on sacrifie de la simplicité au profit d'un truc qui du coup ne tient plus debout à l'arrivée, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bref, je vous conseille on conseille quand même les deux adaptations. Je pense que c'est important d'avoir les deux, par contre. En vrai, non, mais après ça se moi personnellement, en tout cas, encore une fois, des versions de Kenneth Branagh, je trouve que le Crime de l'Orient Express est plutôt valable, enfin est propre, peut-être plus réussi que Mort sur le Nil. Du coup, le côté émotionnel marche vachement mieux. J'ai l'impression que ça n'a pas été le cas pour les critiques, en tout cas presse. J'ai l'impression qu'ils considèrent moins mauvais le Mort sur le Nil. Il y a des trucs un peu, voilà, effectivement, à la fin du film, quand ils essayent de raccorder avec Mort sur le Nil, et du coup ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que si on regarde les deux films l'un après l'autre, ça ne fonctionne absolument pas. T'as même l'impression que c'est pas forcément la même époque. Il y a un truc bizarre entre les deux fabrications du film. T'as l'impression que c'est. Ouais, non, mais c'est même dans la diégèse du film, parce que littéralement, on vient le chercher, on fait oui, vous avez une enquête
il y a eu un mort sur le Nil et tout. Toi, Ouais. tu fais genre, ouais, non, enfin, les gars, Oui, c'est fait amener au forceps. Tu Non, vois. puis c'est surtout que du coup, ça a aucun sens parce que quand tu regardes le début de Mort sur le Nil, en fait, il est là pour une autre. Enfin, Non, mais donc ça n'a pas été écrit, quoi. Ça a été Ouais. amené au forceps. C'est un cliffhanger classique. Tout tu vois. pourri, oui, non, mais tout pourri. Mais par contre, pour le reste du film, tu retires ce truc-là, c'est Non, mais c'est très c'est propre. agréable. C'est le côté casting. Ça, c'est intéressant qu'il est. C'est pour ça que je pense qu'il a vraiment plus voulu faire un remake des films Ouais. que des bouquins, parce que t'as cette volonté d'avoir à chaque fois une espèce de casting un peu XXL du moment, tu vois. Et puis il te reprend aussi des plans des originaux. Enfin, genre, la Ouais, scène, carrément. La découverte du corps de Lynette par la servante qui se balade en travelling sur le côté dans le bateau. Ouais, Enfin, c'est la ouais. même scène. Tu vois. Et puis même, tu vois, comment on appelle ça, le coup du serpent, tu vois, bon, même s'il le reprend, d'ailleurs c'est con, il le reprend pas Non. dans le fil d'enquête, Il mais te à un le moment met. donné, t'as un truc avec un Ouais, serpent, il te le met. mais comme faut rendre, Hercule Poirot badass, c'est lui qui chope le serpent avec sa Ouais, canne. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Genre, ouais, c'est toujours bon. Ah oui, bah c'est fait pour, voilà. Mais après, ce qui fonctionne aussi, parce qu'il faut, il y a... Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un truc de... on ne croirait pas que ce personnage tout sympathique, tout mignon, soit un mec intelligent. Et c'est con, hein, peut-être, parce que c'est juste une manière de l'amener, mais... Regarde, mais c'est tout con, hein, comme Columbo. Columbo, c'était peut-être un des mecs Ouais. les plus brillants quand tu regardes le personnage. En tout cas, et c'est un mec qui jouait le béné. Oui. Il jouait le béné auprès du meurtrier, en se doutant qu'il est coupable, pour que l'autre ne se méfie pas de lui. Ouais. Et qu'à la toute fin, il le baisse par ses conclusions. Ouais. Et les mecs se faisaient baiser en fait. Et ça marchait du tonnerre, mais c'était un mec qui était. On se rappelle de The Columbo, c'est un mec qui était jovial, le Peter Falk, le petit bonhomme, tu te doutes pas de lui. Ouais. Et c'est parce que tu te doutais pas de lui Que les mecs, ça allait se faire baiser à la Ouais, suite, tu vois. ouais. Parce que dès le début, en fait, dès la première fois, dans chaque épisode où il va voir le meurtre. En plus, ce qui était bien, c'est que toi, tu connaissais le meurtrier au début, donc ça vous donner à l'envers. Et l'intérêt, c'était de savoir comment le Columbo en question. En plus, il faut savoir qu'il y a eu des grands réals, il y a eu des Spielberg qui sont passés par Columbo. Ouais. C'était comment lui va le baiser. Et en fait, dès le début, dès qu'il vient l'interroger, tu te doutes que, ok, donc l'autre il fait, ok, donc c'est toi le tueur. Je vais moi-même essayer de te. En fait, je vais mettre dans une position de Benek relou, collant, là, le mec en peut plus, ils le prennent de haut, le petit Columbo. Puis en fait, non, il va le baiser. Et comment? Et c'est ça qui était intéressant, mais c'était un personnage, t'avais pas besoin d'en faire un Steven Seagal, une star d'action, tu vois. Bah là, pour le coup, c'est pour ça que c'est un truc très, très actuel, quoi. C'est ce côté de surenchère, très très américain, c'est vrai, ça très qui américain. me dérange Ouais, un peu. ouais. Alors, Le côté badass, le ouais, côté, tu vois, voilà. il y a même dans la théâtralité, il y Ouais. a toujours besoin d'en faire de plans iconiques, tu Ouais, sais, ouais, genre ouais. c'est Après, encore une fois, c'est une question de tenue. Ça aurait fonctionné si tout le reste Était comme ça. était à ce niveau-là, Ouais, en fait. ouais. T'aurais accepté Mais le parti pris d'en faire. Oui, c'est voilà. une version américaine. Du exactement. Mais en l'occurrence, là, c'est comme c'est pas tenu, truc. Bah ouais. bah ça s'effondre, quoi. Bon, ça reste toujours hyper louable. Hein. C'est agréable Oui, à oui. regarder. Encore une fois, je pense que. J'ai vu bien pire cette année. Ouais, et puis on va sûrement voir bien pire on tout à l'heure. va voir bien. Mais, Oh, moi, j'y crois. voilà. J'y crois. Enfin voilà, bah, en tout cas, on vous la conseille tous les deux. Hein. On vous conseille, les deux films de Branagh, le film de 78, le film de 74, hein, du coup de Le Crime de l'Orient Express, avec aussi un casting XXL, Ouais. Sean Connery entre autres. Enfin, voilà. Bon, dans ce cas-là, Le Meurtre au Soleil avec toujours Peter Ustinov qui était sorti plus tard en 80, je crois, puis Le Miroir sur Beriza avec Arabesque. Mais c'est pas Hercule Poirot du coup. Et ça, je n'ai aucun souvenir de celui-là. Voilà, en tout cas, c'était notre avis sur Mort sur le Nil de 78 et un peu sur la version de 2022. N'hésitez pas à aller le voir, il est encore au cinéma normalement quand vous entendrez ce podcast. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Continuez à regarder des films, c'est important. Salut à tous, salut Arnaud. Salut Alex.